La propagande, c'est de vouloir diffuser une idée contre son insu à quelqu'un pour le faire adhérer à la sienne. Commencez par toujours rechercher les informations qui sont les informations de base sur un document comme ça. La lecture de l'image, vous allez devoir en faire au lycée l'année prochaine, et c'est une épreuve qui était normalement au brevet. Alors vous le passez pas cette année, du coup, voilà, c'est un peu particulier. Mais au lycée, vous allez travailler sur des images. Et c'est important de savoir comment faire. Comment on s'attaque à une image quand on ne sait pas du tout de quoi elle parle. Et ben on fait attention à regarder tous les détails qu'il y a sur l'image. Ici, en l'occurrence, vous aviez un paratexte qui vous était donné, c'est-à-dire une légende qui était en bas du document, que je vais vous lire. Arno Breker, 1900-1991, donc ce type-là, Arno Breker, l'architecte de la sculpture, il est né en 1900, il est mort en 1991, ça c'est important. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il n'est pas mort pendant la Seconde Guerre mondiale déjà. Le protecteur, ça date de quand ? Ça date de 1940. Ça, c'est une date qui est très importante. Pourquoi ? Parce que 1940, c'est l'époque où l'Allemagne gagne sur tous les fronts en Europe. C'est la période de la guerre où vraiment on est dans l'ascension en puissance de l'Allemagne. 1940, c'est cette période-là. Et ben regardez ce qui se passe à cette période-là. Hitler, les statues qu'il veut chez lui, c'est ça, à cette période-là. Œuvre prévue pour prendre place sur l'axe nord-sud de la nouvelle capitale, qui normalement devait s'appeler Germania. Germania, en allemand, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Allemagne. Enfin, ça veut dire capitale de l'Allemagne. Ce qui est intéressant, c'est que Berlin n'existera plus, et cette capitale deviendra la capitale de l'Allemagne, mais une nouvelle Allemagne. On va balayer tout ce qui est ancien pour construire un nouveau monde. Évidemment, cette capitale Germania, elle n'a jamais vu le jour. Les Allemands, ils n'ont pas eu le temps de détruire Berlin pour reconstruire ce projet d'architecture qui était censé durer des années avant de voir le jour. Et ce projet-là, il a été inspiré par un grand architecte qui était talentueux, qui était un génie pour Hitler, qui était un ami à lui, qui s'appelait Albert Speer. Il a pensé la capitale pour Hitler, qui lui a dit « Je te confie un projet, un nouveau Berlin, qu'est-ce que tu peux me proposer comme plan d'architecture pour construire cette nouvelle ville, etc. » Et cette ville, ça s'inspirait énormément de l'architecture de l'Antiquité gréco-romaine. D'ailleurs, vous avez vu le lien entre cette statue-là et l'architecture gréco-romaine. Quand on regarde un document comme ça, on regarde le fameux NADI, N, nature. C'est quoi ce document ? C'est une image, c'est un collage, c'est une sculpture, c'est un texte, c'est une pub, c'est un film, c'est un extrait de dessin animé, c'est quoi ? A, auteur. Quel est l'auteur ? Là, on l'a dit, c'est Arno Breker. D, date. I, intérêt. Quel est l'intérêt de cette image ? Quand je regarde cette image, pourquoi je me dis, tiens, elle est frappante. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Quand on regarde l'image comme ça, la sculpture comme ça, on n'a pas l'impression d'être dans une sculpture très moderne. On aurait plutôt l'impression de voir une statue qui vient de la section Antiquité du Louvre, par exemple. Et quand on regarde le protecteur, c'est bien le cas. Alors, quels attributs il a qui vous font penser à de la stature gréco-romaine ? Il est menaçant, il a un regard extrêmement déterminé. Il a un regard qui est fixe, qui regarde vers l'horizon. Il ne voit pas le spectateur. D'accord ? Il a d'ailleurs ce mouvement, vous pouvez le remarquer, qui fait comme une flèche vers l'horizon. Regardez la pliure de son coude. Elle va vers l'avant. Elle est en train de dégainer son arme. Alors son arme, vous m'avez dit, c'est une épée. C'est pas une épée, c'est ce qu'on appelle un glaive. Et en fait, le glaive, c'est l'arme des spadassins romains, ou des légionnaires romains. C'est pas une épée comme celle qu'on peut voir au Moyen-Âge, par exemple. Ce glaive, il renvoie vraiment à cette statuaire, à cette esthétique gréco-romaine. L'autre accessoire, c'est la cape. C'est ce qu'on appelle une toge. Une toge en quelque sorte à la romaine. Si vous avez peut-être lu Astérix et Obélix, vous avez peut-être déjà vu Jules César enroulé dans sa toge. Ce n'est pas une cape. Cette toge qui vole au vent avec du mouvement derrière lui, ça renverrait à une dynamique, à quelque chose de très énergique, et en même temps, on a presque l'impression de voir un héros. Je renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, le titre de l'œuvre. Donc le protecteur, c'est censé faire quoi ? Protéger, monter la garde, défendre. Cette statue-là, pourquoi est-ce qu'elle serait appelée le protecteur ? Eh bien, elle pourrait être mise pour intimider, par exemple, les ennemis ou les envahisseurs aux portes de Berlin. Ça renvoie vraiment à l'idée que se fait Hitler de la protection, en fait. Donc là, vous voyez que le gardien de cette future Allemagne nommée Germania, qui devait protéger la ville, il est un protecteur, il est appelé le protecteur,
mais il est surtout une espèce de garde menaçant qui va faire peur aux éventuels envahisseurs. Au regard déterminé, comme on l'a dit tout à l'heure, avec un regard avec les sourcils comme ça qui sont froncés, vous avez vu si vous regardez vraiment son visage. Il a le regard très déterminé, les sourcils froncés, on voit presque pas ses yeux à cause de l'ombre qu'il y a sur ses yeux à cause de ses arcades, et puis il a une mâchoire très carrée, il représente effectivement un personnage très fort, très musclé, qui pourrait correspondre au portrait qu'Hitler fait du profil arien. Mais le profil arien, c'est l'Allemand surhomme, l'Allemand fort, l'Allemand résistant, l'Allemand fier de sa patrie, prêt à aller au combat, prêt à suivre les ordres, surhumain par rapport aux autres peuples d'Europe. Et là, effectivement, on est bien dans un portrait du surhomme, avec ce protecteur. Regardez ses muscles, regardez les muscles saillants, regardez les muscles de ses jambes, ses cuisses, regardez ses pectoraux, ses abdominaux, son avant-bras, avec les muscles qui sont tendus, qui sont prêts à dégainer l'épée, d'accord? Et d'ailleurs, le mouvement vers l'avant, ici, avec le bras, on le voit aussi avec la jambe qui prend appui. Et cette jambe, elle prend appui sur quoi d'ailleurs? Ben oui, c'est un bouclier, bah voilà. On a fait le tour de la question. Il s'appelle le protecteur, le gars. Il est censé avoir de quoi se protéger, on est d'accord? Donc, un bouclier. Il a rien d'autre, vous allez me dire, il est tout nu. Mais qu'est-ce qu'il en fait du bouclier? Il est appuyé sur ce bouclier pour prendre son élan. Comme si il allait sauter, bondir. Il s'apprêtait à être dans une posture d'attaque. Donc là, vous voyez bien que justement, ça montre que ce bouclier, il ne s'en sert pas. Donc ça prouve bien que cette stratégie de protection, c'est plutôt une stratégie d'attaque et d'agressivité. Comment on fait pour bien se défendre? Eh ben, on attaque en premier. Et surtout, on est très dissuasif. On fait peur à l'ennemi pour ne pas se retrouver, nous, attaqués à notre tour. Et on a oublié de parler effectivement du fait qu'il soit nu. Alors pourquoi est-ce qu'il est nu? Ça va de soi, c'est tout simplement pour mettre en valeur le corps. C'est comme ça que on met en valeur les attributs d'un héros, les attributs d'un dieu, les attributs d'une femme que l'on veut représenter dans toute sa splendeur. Par exemple au musée du Louvre, je prends cet exemple-là puisque vous avez peut-être déjà vu des statues au musée du Louvre. Comment on représente les statues dans l'art antique de manière les plus idéales possibles? Eh bien nus, ou en partie nus, pour que leur corps soit une source d'inspiration et qu'on montre à quel point leur beauté est un canon idéal, c'est-à-dire un critère de beauté parfait. Donc il est nu pour représenter la force, la puissance, la splendeur de ce personnage. Pourquoi est-ce que c'est de la propagande? Tout simplement parce que cette image du héros, là, du protecteur représenté, c'est bien l'image que veut donner Hitler d'un Allemand idéal, qui serait un Arien idéal, un Arien parfait. Mais évidemment, vous avez bien remarqué que ça ne correspond pas à l'image d'Hitler. Hitler n'était pas comme ça, il n'était pas grand, athlétique, musclé, blond, avec la mâchoire carrée, il était plutôt petit, malade, rachitique, les yeux bruns, les cheveux bruns, et du coup ça correspond pas du tout à cet archétype-là. C'est de la propagande parce que, évidemment, l'idée qu'on s'en fait est en fait une idée fausse. C'est l'idée qu'on veut répandre dans la tête des gens, mais elle ne correspond pas à la vérité. Et donc, vous voyez qu'on peut faire aussi de la propagande par la statuaire. Ça a été le cas aussi du côté des communistes. Je renvoie à l'ouvrier la kolkhosienne, qui est une grande sculpture monumentale qui est souvent dans les manuels d'histoire quand on fait la Seconde Guerre mondiale. Mais effectivement, là, il faut se rendre compte qu'en art, il n'y a pas que, par exemple, des films qui servent à faire de la propagande. On peut faire de la propagande aussi avec une toile, une peinture, ou là, en l'occurrence, une sculpture. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un point de vue de cette statue, vraiment plus précisément? Elle a quelque chose de particulier, c'est ce qu'on appelle une statue en bas-relief. Et pour vous expliquer ce que c'est qu'une statue en bas-relief, il faut vraiment que vous regardiez le fond de cette image. Vous allez voir qu'il y a un fond plat derrière. Cette statue, elle se détache du fond plat. C'est-à-dire que si je prends, par exemple, on va dire que ce crayon-là, c'est le protecteur. En fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le protecteur, il est collé à un fond dont il fait partie, mais vous voyez que le crayon, là, il est en relief sur le côté. Ça, c'est ce qu'on appelle un bas-relief. Il n'est pas plat dans le mur, c'est pas lisse, la statue se détache du fond.
Et c'est particulier ça comme statue parce que c'est par exemple, pour prendre une statue que vous connaissez bien, la statue de la Liberté, c'est pas un bas-relief. La statue de la Liberté, on peut en faire tout le tour. Et si c'est une statue dont on peut faire tout le tour à 360 degrés, c'est pas un bas-relief, c'est une statue en pied, en fait, avec un socle dont on peut faire le tour. Et cette statue-là, elle est intéressante parce que c'est un bas-relief, elle se détache du fond, mais en même temps, on voit les formes de la statue. Et c'est bien la preuve que cette statue-là, elle était sculptée dans un mur. Pour synthétiser un petit peu, pourquoi est-ce qu'on peut parler de propagande? Parce que, évidemment, ça diffuse un message qui va être un message de dissuasion par rapport à toute attaque éventuelle à cette grande patrie qui est l'Allemagne dans toute sa puissance et dans toute sa splendeur de l'époque. Et ça va aussi montrer ce que sont capables de faire les artistes au service du Führer pour magnifier sa gloire, pour la rendre encore plus impressionnante et encore plus prestigieuse aux yeux du monde. Ce projet-là, qui n'a jamais vu le jour, c'était censé être la capitale de l'Allemagne, c'est-à-dire le joyau en quelque sorte de la couronne d'Hitler. Arno Breker, il n'a pas travaillé sous la contrainte de Hitler, il l'a fait parce qu'il était un artiste reconnu du régime et il a permis à Hitler d'avoir ce projet de statue, même s'il n'a jamais été adopté au final, parce que vous savez très bien qu'à partir d'un certain moment de la guerre, l'Allemagne a été fortement endommagée par les bombardements et sans cesse pilonnée par les avions ennemis, etc. Et ce projet de grande architecture monumentale n'a jamais vu le jour. Pourquoi est-ce qu'on travaille sur cette image aujourd'hui? Cette image, c'est une image de propagande. Quels sont les moyens de propagande que vous connaissez? Publicité, d'accord? Alors, la radio, c'est pas la télé, donc la radio, oui, effectivement, c'est un moyen de propagande. Les affiches, alors ça, c'est super important. C'est des messages qui sont mis par les gens pour faire part de leurs opinions personnelles, on va dire. Je parle pas encore de propagande, mais l'affiche, ça peut être un moyen de propagande. D'accord, on a parlé de la pub, on a parlé de la radio, on a parlé des affiches à l'extérieur, on a parlé de la télé actuellement. Alors, pensez en 1940. En 1940, est-ce que Internet existe? Non. Donc, affiche, oui, c'est faisable en 1940. Radio, oui, c'est faisable en 1940 avec ce qu'on appelle la TSF. Il faut bien comprendre qu'en 1940, en fait, ce qui remplace Internet, c'est la radio. On n'a pas Internet, par contre, la radio, c'est exactement comme Internet. Tous ceux qui ont la nouveauté du moment, qui est la radio, elle est allumée dans les foyers pour écouter ce qui se passe dans le pays, les nouvelles du monde, etc. Donc, il faut bien comprendre que vous, aujourd'hui, vous êtes connecté à Internet. À l'époque, c'est la TSF, c'est la radio dans les années 1940. Et c'est ça qui permet de diffuser les informations. D'accord? Donc, quand les nazis veulent faire de la propagande, ils vont particulièrement utiliser la radio. La radio, c'est un moyen qu'on va retenir. Les affiches, évidemment, vous en avez sans doute vu en histoire, on resitue les choses dans le contexte de Inconnu à cette adresse, on est sous le Troisième Reich. Donc, qui s'amuse à faire des discours, enfin s'amuse, entre guillemets, des discours pour faire sa propagande, c'est Hitler. Et Hitler, c'est un champion de cette méthode-là. Il fait plusieurs discours par jour. Pas un, pas deux, il en fait 3 ou 4 ou 6 parfois dans la journée. Ça, c'est évidemment pour lui un moyen de s'adresser au plus grand nombre et pouvoir répandre ses idées pour faire de la propagande. Donc on a dit les discours, on a dit les affiches, on a dit la radio qui est privilégiée aussi à l'époque parce que quand on peut pas aller voir Hitler par exemple faire son discours et qu'on est sympathisant de ses idées, on va allumer la radio pour entendre ce qu'il a à nous dire. Est-ce que c'est tout la propagande? Est-ce qu'on peut la faire que comme ça? On peut faire de la propagande avec de l'art, tout simplement, de l'art. L'art, ça peut être quoi? Ça peut être le cinéma, ça peut être la peinture, ça peut être la sculpture. Donc là, ici, on va parler d'une œuvre plastique. Une œuvre plastique, c'est une, par exemple, sculpture, et c'est le cas pour le protecteur d'Arno Breker. Pourquoi est-ce qu'on a travaillé sur cette statue et cette image? Tout simplement pour vous montrer quoi? Évidemment, en ce moment, on est en train de travailler sur Inconnu à cette adresse, que je remets ici en jaquette. Et dans Inconnu à cette adresse, on comprend que Martin, petit à petit, il vacille totalement et il chute du côté de la propagande nazie. Et c'est peut-être censé aussi vous expliquer un peu plus comment est-ce qu'il en est arrivé là. C'est pas du jour au lendemain, il s'est réveillé après une bonne sieste et il s'est dit tiens, aujourd'hui je deviendrai bien nazi, ça me ferait plaisir. Il faut bien comprendre ce qu'on disait tout à l'heure sur
la permanence de cette propagande, elle est partout, cette propagande. Il y en a à la radio dès qu'on allume la radio, il y a Hitler qui se produit en discours plusieurs fois par jour dans le pays. Pour ceux qui ont la chance d'aller au cinéma et de voir les petits films de propagande avant la séance, eh bien ils voient Hitler faire ses discours. Il y a aussi des affiches, il y a de l'art de propagande comme cette sculpture. Bref, la propagande est en quelque sorte partout. Il faut peu de choses pour que les gens basculent. Ce que j'essaie de vous montrer là, c'est que la propagande, elle peut même prendre ces formes-là jusqu'à peupler le quotidien des Allemands à l'époque. Donc ici, l'idée de propagande, comme vous l'aviez cherché dans le vocabulaire, elle est vraiment importante parce que vous pouvez pas comprendre Inconnu à cette adresse si vous comprenez pas comment la propagande peut faire basculer des gens du mauvais côté en fait, ou du bon côté, après ça dépend du point de vue, mais à quel point la propagande peut être puissante. Hitler, c'est tellement important pour lui cette propagande, il fonde un ministère de la propagande. Son but, c'est d'essayer de convaincre le plus de monde possible. Il y a un ministère pour ça. Cette idée de propagande chez les nazis, c'est une arme extrêmement performante. C'est ce qui leur a permis d'arriver là où ils sont arrivés. Utiliser son cerveau de manière rationnelle en se disant « je suis un individu pensant », je me sers de ma tête et pas de ce que j'entends à longueur de temps pour essayer de me faire mes propres idées, vous comprenez que dans ce contexte-là qui est très difficile, qui est un contexte que vous avez étudié, même si t'es pas forcément d'accord, tu vas finir par te familiariser. En fait, ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas que la propagande doit forcément être une bonne chose, ou on doit forcément y adhérer, mais c'est que, à force de répéter l'information, qu'on le veuille ou non, il y a quelque chose qui s'imprime dans la rétine. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, ils sont même capables, ces nazis, d'inventer des nouveaux types de propagande qui n'avaient jamais été vus auparavant. Avec les avions et l'arrivée des avions, ils diffusent des messages de propagande dans le ciel. Par exemple, ça, c'est un truc qu'ils ont inventé. Vous voyez, il y a un avion qui se balade dans le ciel avec une petite banderole derrière qui flotte et qui diffuse des messages. Ah, c'est quand même... fallait y penser à ce truc-là. Et ben ça, c'est eux qui l'ont inventé, par exemple. Donc vous voyez que cette propagande, elle est totale. C'est pas juste la statue, c'est pas juste la peinture, c'est pas juste les films au cinéma, c'est pas juste la radio, et vous avez vu que ça fait déjà beaucoup de moyens de faire de la propagande. C'est toujours ce que me disent les élèves. Ils me disent toujours « Mais monsieur, comment ça se fait que ça ait marché, et comment est-ce que s'ils savaient que c'était de la propagande, ils sont tombés dedans, etc. » On n'est pas dans la même époque, on n'est pas du tout dans le même contexte, et quoique on pourrait faire un parallèle avec la situation actuelle. Vous avez vu que quand on reste chez nous et que les informations elles sont en boucle, comme je le disais à certains élèves de 3e avec qui je travaillais sur la propagande justement en argumentation, je leur disais attention aux informations que vous avez, qui se répètent tout le temps, qui sont pas forcément les bonnes, on vous dit ce qu'on veut vous dire, vous avez vu le gouvernement n'a fait que mentir ces derniers mois. Mais ce que j'essaie de vous dire là, c'est que à partir du moment où on est dans une image et dans un ressassement, dans une répétition permanente des mêmes idées, des mêmes choses qui sont pas toujours vraies, etc., il y a beaucoup de gens qui finissent par s'en convaincre. Dès qu'on vous donne une information, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des informations tout le temps, partout, dans tous les sens, il faut au contraire vérifier en permanence ces informations et ce qu'on nous dit, parce qu'on n'est pas des moutons. Eux, s'ils savaient que c'était de la propagande et qu'ils avaient un public cible, comment se fait-il que ce public cible, ils savaient pas qu'ils allaient être convaincus comme des moutons? Mais parce que c'était tellement spectaculaire, c'était tellement impressionnant, les moyens étaient tellement énormes, la répétition était tellement assommante, que ça finit par fonctionner. Nous, ça peut nous choquer aujourd'hui, mais en fait, il faut aussi comprendre que la plupart des Allemands qui se sont ralliés à Hitler, c'est parce que psychologiquement, ils en avaient besoin. Ils avaient besoin de s'accrocher à un espoir, ils avaient besoin de s'accrocher à quelque chose. Ils étaient fragiles, ils étaient perdus, ils se sentaient vaincus, déshonorés, bafoués. Ils avaient envie de regagner la gloire de leur empire passé. Ils avaient envie voilà, que quelqu'un sauve l'Allemagne, en quelque sorte. Ils étaient désespérés, on peut dire ça comme ça. Il faut pas faire de généralité non plus, il faut faire très attention. Vous savez très bien que tous les Allemands n'ont pas marché dans la propagande. Et tous les Allemands n'ont pas adhéré à Hitler. Ça, il faut aussi le garder en mémoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Allemands qui se sont battus contre Hitler, ou même sans se battre, qui n'ont pas du tout accepté qu'on fuit, et d'ailleurs qui se sont fait attraper en fuyant, par exemple. Il y en a beaucoup aussi qui se sont contentés de rester en Allemagne, même s'ils n'adhéraient pas à ces idées-là. Et quand on est dans un régime totalitaire, finalement, que ce soit en URSS ou en Allemagne, on n'a pas trop notre mot à dire, on n'a pas trop le choix. Inconnu à cette adresse, de Cressman Taylor, ça nous montre vraiment comment
En retournant en Allemagne, justement, Martin, il baigne totalement dans cet univers de propagande. On est parti un petit peu loin et tout ça, mais c'était pour que vous compreniez à quel point, en fait, la propagande peut faire des ravages, à quel point c'est vrai. Même si ici, on est dans une histoire de fiction, dans une nouvelle de fiction, on se rend compte que ça a sans doute été le cas sur des milliers, voire des millions d'Allemands à l'époque. Voilà pour le cours d'aujourd'hui, et je voulais surtout que vous compreniez bien pourquoi est-ce que je sortais cette œuvre-là du chapeau et que je vous la mettais en lien avec l'œuvre, pour que vous compreniez vraiment comment une statue, ça peut avoir l'effet de la propagande sur le peuple qui la voit au quotidien.